Bonjour. Vous allez bien? Ouais, excusez-moi, je suis pas en retard. Ça va, vous allez bien? Vous allez bien? Ouais, vous pouvez me dire, cher collègue. Ça va? Merci. Bienvenue chez nous. Bonjour, vous allez bien? Vous allez bien? Ça va? Vous êtes où? J'ai commencé par vous ou je dois finir par vous? Voilà, c'est ça. Je laisse le monde m'appeler. Comment ça va? Bienvenue chez nous. Passez-vous. Ça va? Je vais vous passer un tour de table rapide. Donc, donner quelques mots d'introduction. Merci Clotilde, c'était un plaisir, on a échangé. Ah, c'est pour la transmission. Ok,
ok. Donc, ça veut dire que Christophe disait qu'il ne faut pas trop que je dise des blagues qui généralement sont pas très drôles. Donc il faut que je reste le plus sérieux possible, c'est ça. C'est télévisé, il faut que je fasse attention. On peut faire un tour de table et puis ensuite je dirais introductif. Vous voulez démarrer? Ok. Karim Bouamrane, donc maire de Saint-Ouen depuis le 4 juillet 2020 et vice-président du département en charge de la culture depuis juillet 2021. Comme ça ou comme ça? Clotilde Ripouille, présidente de l'AELO, donc l'Association nationale des élus locaux d'opposition. J'ai été élue d'opposition à Perpignan entre 2008 et 2014. Olivier Roucan, donc moi je suis chercheur associé au CNRS et enseignant. J'interviens dans des formations aussi professionnelles auprès des territoriaux des cadres de l'État et puis parfois auprès d'élus. Et je travaille beaucoup sur la vie politique des institutions, les territoires. Delphine Joanne, je suis élue de l'opposition à la Garenne-Colombes, donc face à Philippe Juvin. Et j'ai été candidate au départemental, candidate courageuse et malheureuse au départemental du mois de juin dernier. Voilà. Denis Fest, conseiller municipal d'Andrézy dans les Yvelines, ville qui fait partie de la plus grande communauté urbaine de France, qui n'est pas une sinécure à regarder, à gérer, et avec laquelle nous avons fait un procès que nous avons gagné. Yvon Rosconval, élu municipal d'opposition, donc à Triel-sur-Seine, ville qui fait partie aussi de la plus grande intercommunalité de France, voilà. Grande communauté. La plus grande communauté urbaine, pardon. Enchanté. Luigi Nocera, élu municipal au Plessis-Bouchard dans le 95, de l'opposition bien évidemment. Voilà. Anne-Lise Offray, élue depuis 2014 dans la majorité municipale jusqu'en 2018, ensuite dans l'opposition forcément. Et je me suis présentée aux élections municipales en 2020. J'ai perdu, mais je reviendrai. Et voilà, je suis assez active dans la petite commune du Mesnil-le-Roi, qui a beau être une petite commune de 6500 habitants, mais une petite commune sur laquelle la justice, je pense et j'espère, va bientôt, a commencé à se pencher, et j'espère qu'elle va continuer à le faire. Voilà. Bonjour à tous, Véronique Ressard, je suis conseillère municipale d'une commune de 1400 habitants dans le département du Val d'Oise, plus précisément dans le Vexin, la commune de Serein-Court, et je suis donc élue de la minorité depuis juin 2020. Donc bonjour, Sandrine Bise, élue d'opposition donc depuis 2020 à Saint-Thibaud-des-Vignes en Seine-et-Marne. Et j'étais avant élue de la majorité, mais je me suis présentée contre le maire avec qui j'étais auparavant. Et avec Mickaël qui va se présenter, nous avons fait une belle aventure pour nous présenter au départemental, mais nous avons échoué face aux maires qui se sont ligués contre nous, on va dire ça comme ça, et qui font partie des maires que l'on subit depuis quelque temps. Et donc, Mickaël Lopez, je viens de terminer mon mandat d'élu d'opposition pour échanger ce sujet. J'ai été 7 ans donc élu à Lagny-sur-Marne, en Seine-et-Marne, et conseiller communautaire de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire. Et je viens tout juste de donner ma démission du conseil municipal pour des raisons essentiellement de démocratie locale. Donc je suis là et content d'y être pour partager mon expérience aussi. Bonjour à tous, je suis Madame Bénière, donc adjointe au maire à la ville de Saint-Ouen, sur les questions de démocratie locale et participative notamment. Très bien, merci beaucoup. Tout d'abord, en propos liminaire, je voulais vraiment vous exprimer mon respect et mon admiration
Respect, admiration en tant que collègue, parce que élu d'opposition, c'est dur, c'est très 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 dur. On a passé, nous, dans l'opposition, moi j'ai jamais été dans l'opposition, j'ai toujours été aux responsabilités. J'ai été élu entre 1995 et 2014, et exactement comme vous, en 2014, je fais partie de la minorité de la majorité, et on décide de partir en élection contre l'avant-dernière maire sortante, parce qu'on avait une vision qui était sensiblement différente, même foncièrement différente, parce qu'il y avait des méthodes en termes de transparence, de visibilité, de lisibilité, parce qu'il y avait une espèce de parodie, parce que même en termes de valeurs, c'était pas du tout ce pourquoi on se levait le matin et on se disait on veut militer, parce que nous sommes tous des militants, peu de gens le savent, nous vivons pas de ça. On a notre travail, et c'est une fonction, et nous sommes tous foncièrement républicains, et nous avons une fierté de servir nos territoires respectifs, et donc notre pays. Et partant de ce postulat-là, j'étais candidat en 2014, ça s'est joué au premier tour, et au second tour, je refuse de me maintenir ou de fusionner, donc je me retire. Et donc pendant 6 ans, c'est traverser du désert, et à la question de Coty, qu'est-ce que ça fait d'être maire? C'est pas une joie, moi, que j'ai eue en 2020. C'est un soulagement. C'est un soulagement, que je me dis, parce que perdre, c'est compliqué, et surtout nous porter la responsabilité, parce que, comme vous disiez, tout le monde se lit contre nous, et nous, on était les vilains petits canards, parce qu'on était la ville qui avait refusé, parce que c'était 65% à gauche, et on avait refusé de fusionner avec la maire sortante de l'époque, qui était également à gauche. Et la ville était passée du coup centre droit, et on nous avait fait un procès en sorcellerie en nous disant c'est à cause de vous, etc. Voilà, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la gale, la rage. Vraiment, toute humilité, hein. Je pense que, au regard du respect et de l'admiration que j'ai pour vous, parce que c'est dur et ça requiert beaucoup d'énergie, je pense que on passe de l'opposition à la majorité quand, lorsqu'on est dans l'opposition, on est déjà aux responsabilités. Ça, c'est hyper important. Et moi, j'avais le même mindset, la même mentalité que vous, quand vous disiez je reviendrai. Mais moi, j'ai jamais dit je reviendrai, j'ai dit je suis pas parti. Et moi, c'était pire, parce que moi, j'étais plus au conseil municipal. C'est-à-dire que derrière, j'avais un équilibre à trouver qui était comment ne pas pactiser avec celles et ceux que j'ai combattus au risque de décevoir et de compromettre tout l'espoir qu'on avait lancé dès 2014, parce qu'on fait 27%. La maire sortante fait 31%, et le candidat d'opposition de l'époque, qui allait devenir maire, fait 35%. Donc moi, si jamais je fusionnais avec l'ancienne maire, ça voudrait dire que tout ce que j'ai construit pendant les 4 dernières années s'effondrait, et surtout en termes de valeur. Lorsqu'on dit ça se joue dans les petits papiers, les petites questions d'appareil, tout ce qu'une bonne partie de la population, parce qu'on parlait du populisme ou de la mauvaise image que les politiques pouvaient avoir, je ne voulais pas que notre liste pâtisse de ça et que notre dynamique pâtisse de ça. Donc je pense que premier retour d'expérience, c'est bien se positionner lorsqu'on est dans l'opposition comme des personnes qui seront en responsabilité. Et ça nous évite de tout le temps chercher la petite bête, mais toujours être force de proposition et d'être associé par les administrés, d'être associé par ce qu'on pourrait appeler la solution évidente, positive pour les électrices et les électeurs. Donc ça, c'est le premier point. Être force de proposition constamment et être dans le costume des futurs dirigeants. Le deuxième élément, je pense, qui est important, c'est rester fidèle, vraiment fidèle à sa vision. Ça, c'est ce qui nous a permis de gagner, fidèle à sa vision. Là, on a été fidèle à notre vision, c'est-à-dire Saint-Ouen, c'est une ville de 55 000 habitants, de 4,3 km², qui est sur une tendance de 65 000 habitants, qui a 10 000 entreprises, qui est la plus grosse ville de France avec le plus grand nombre de projets structurants. On a un campus hospitalier qui va arriver, qui va avoir 12 500
agents. On va avoir la DGSI qui s'installe. On a le projet, on a 30% du village olympique. On a une grosse académie avec le lien avec la NBA qui devrait avoir lieu à l'aune de 2024. On a un gros projet structurant qui sera l'Institut du hip-hop en plein centre. Donc c'est un projet, c'est une ville qui pullule en termes de projet. Mais il faut avoir la vision. Si c'est que de la technique, vous allez être mort. Et contrairement à ce qu'on croit, les électeurs sont les personnes, les électrices et les électeurs sont les personnes les plus intelligentes au monde. Hein. Elles arrivent à vous associer, que ce soit gauche, droite, surtout dans nos territoires. Si vous prenez 3-4 thématiques, elles arrivent tout de suite à vous associer à un prisme qui est en quoi ma vie va s'améliorer en votant pour cette personne. Donc premier point, se mettre vraiment dans le costume de la dirigeante et du dirigeant. Le deuxième, c'est avoir une vision partagée, vraiment, avec des valeurs, et prendre des dossiers clairs, avec une valeur ajoutée claire. Et troisième élément, une fois que vous êtes au pouvoir, et c'est ce qui nous amène aujourd'hui, c'est ce qu'on discute avec Clotilde, la manière avec laquelle on traite l'opposition, c'est dans un continuum de comment vous allez faire campagne. Nous, et on en a pris plein la gueule, hein, si je peux me permettre d'exprimer, mais vraiment tout. On nous a fait un procès en sorcellerie, mais tout. Moi, j'avais qu'une ligne directrice, ne jamais tomber dans le sale, ne jamais tomber dans le coup pour coup en termes de critique, toujours être force de proposition et toujours être positif. Et c'est ce qui a fait qu'une fois qu'on est arrivé aux responsabilités, on gagne en triangulaire. Vous imaginez, c'est-à-dire que derrière, il y a... C'est bis repetita de 2014. Il y a le maire sortant, il y a l'ancienne maire sortante, et il y a celui qui se bat pour être maire depuis 10 ans. Alors qu'au départ, il y avait un accord gauche républicaine qui devait avoir lieu et qui n'a pas été respecté. On gagne en triangulaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive aux responsabilités, une fois que démarre notre mandat, une fois que je suis élu maire le 4 juillet, tout, mais je dis bien tout, est rassemblé pour que je vienne avec la hache, le couteau, la kalachnikov, et pour dépouiller l'opposition. On ne fait pas ça. On a un conseil municipal de 45, on a la majorité totale, nous avons 33 élus. Sur 33 élus, 7 à droite et 6 à gauche. 6 et 7, 13, 42, 32, 33, donc ça fait bien 45. 32, pardon, 32, excusez-moi, 32, 7, 6. Tout de suite, la première décision qu'on prend, c'est une décision symbolique. Dans mon discours introductif, mon discours d'investiture, d'élection, pardon, j'explique que je ferai tout pour donner les moyens à l'opposition de s'opposer. C'est ma philosophie. Je serai probablement jamais d'accord avec eux, ou certaines et certains, je serai peut-être d'accord avec eux, mais leur donner les moyens. Donner les moyens, pour avoir été élu depuis 1995 bénévole, c'est leur donner les moyens symboliques en termes d'indemnité. Donc on a rémunéré tous les élus d'opposition, 150 €. Je pensais notamment aux femmes militantes élues qui subissaient la triple peine. Donc elles bossaient, elles avaient leur rôle de maman, leur rôle d'élu. Parfois il fallait prendre des nounous, donc ça impactait le pouvoir d'achat. Donc c'est plus qu'un symbole, c'est une volonté. Vous allez avoir les moyens de vous opposer. Ça c'est le premier point. Sans compter les moyens matériels, bureau, téléphone, carte de visite. Vous allez dire, ouais mais c'est important. C'est important parce que, encore une fois, il y a du symbole, mais le symbole renvoie à plusieurs choses. Je te reconnais en tant qu'élu, au même titre que je reconnais mes élus de ma majorité. Sauf que les élus de la majorité, ils ont été désignés par le peuple comme étant avec un transfert de confiance, un mandat de confiance. Les résultats ont été reconnus par toutes et tous, mais je te reconnais en tant qu'élu. Donc ça, c'est important. Deuxième décision, c'est vous avez parlé de transparence, Mickaël. Vous avez parlé de transparence, vous avez parlé de visibilité, vous avez parlé de lisibilité en filigrane dans votre propos, et ce qui a justifié probablement votre démission. On a acté, pour la première fois dans l'histoire de la ville, que la commission finances soit présidée par un élu de l'opposition. Donc là aussi, discussion
encore une fois, hein, je déteste la vraie fausse démocratie, c'est-à-dire, moi j'assume mes responsabilités, je suis le maire et au final, c'est nous, notre majorité, qui tranchera. En revanche, nous ne sommes pas omniscients et nous souhaitons que toutes les décisions communiquées, discutées au conseil municipal soient préalablement discutées dans les commissions et les finances, c'est consubstantiel à la gestion d'une ville, doivent être discutées avec toutes les parties du conseil municipal. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé à ce qu'un élu de l'opposition préside la commission des finances. La troisième décision que nous avons prise, c'est une organisation quasi bimestrielle d'un conseil municipal extraordinaire. Là, c'est intéressant parce que souvent sous la coprésidence, sous la tutelle de Sidonie Besnière, sur ma droite, qui est élu en charge de toutes ces questions de démocratie participative, les élus, l'opposition ne se limite pas à l'enceinte du conseil municipal. Il y a les forces vives qui, pour des raisons matérielles, des raisons de temps, des raisons même culturelles, n'ont pas voulu ou n'ont pas pu figurer dans différentes listes, mais qui ont des choses à proposer. Donc, dans le cadre d'un conseil municipal extraordinaire, nous invitons les différentes personnes à s'exprimer, à proposer, et à la suite de ces conseils municipaux extraordinaires, nous votons des vœux et surtout un plan d'action concret, sur lequel nous revenons chaque année pour analyser, ou chaque semestre, pour analyser les points d'avancement. Donc ça, c'est la troisième décision. Donc première décision, l'indemnité. Deuxième décision, la commission finance. Troisième décision, le conseil municipal extraordinaire. Quatrième décision que nous avons prise, c'est une fréquence des réunions, des conférences des présidents. Alors là, on les met face à ce que j'appelle l'honnêteté intellectuelle. Donc l'honnêteté intellectuelle, pour moi, c'est éviter la théâtralisation de ce que j'aborde le plus dans les conseils municipaux. C'est pour ça qu'on est rentré tout de suite dans une phase d'apaisement. Quand vous regardez, pour les plus fervents de conseils municipaux assez théâtralisés, comme vous regardez les conseils municipaux de Saint-Ouen, c'est la foire d'empoigne. Là, je pars du principe que toutes les discussions, toutes les oppositions, doivent s'exprimer en commission, et le conseil municipal, c'est un lieu d'échange, de partage pour le public de ces divergences ou des propositions, et ensuite c'est un endroit où nous votons, où nous expliquons les votes. Mais tous les débats technico-techniques, etc., ça doit se faire préalablement en commission dans le respect de l'écoute, de l'échange et surtout du partage de l'information. Et ça, c'est important parce que qu'est-ce qui génère la frustration chez les élus d'opposition? C'est, ne pas recevoir les informations en temps et en heure, et surtout être mis devant le fait accompli et ne pas avoir eu la possibilité d'exprimer des propositions alternatives, divergentes, ou en tout cas des propositions qui pouvaient être portées par votre groupe. Donc ça, c'est important. Cinquième décision que nous avons prise, c'est commission finance, j'en ai parlé, les conseils municipaux extraordinaires, la conférence des présidents, les indemnités. J'en ai 5, c'est bon? J'ai passé les 5? Ah, c'est ça, je voulais 6. Voilà, non, c'est ça. Le sixième point que je voulais évoquer, qui est la conséquence des 5 points, c'est quand on est dans la majorité, il ne faut pas avoir peur de l'opposition. C'est ça, il ne faut pas avoir peur. Et je pense que plus on est agressif vis-à-vis de son opposition, plus on a peur. Plus on a peur, plus on est fébrile. Plus on est fébrile, plus c'est le début du chaos. Plus c'est le début du chaos, plus c'est un signal fort pour vous, dans l'opposition, qui signifie que la victoire est proche. Donc je pense que si vous incarnez au travers de cette association une façon de faire nouvelle de la politique, à laquelle j'adhère à 10 000%, et je tenais vraiment à vous exprimer tout mon soutien et toute mon émotion à ce que cette réunion se tienne chez nous en mairie, avec toute la symbolique que ça porte, que ça comporte. Vous soutenir, même si je ne suis plus élu d'opposition, en tout cas vous avez vraiment mon soutien le plus fort, le plus total. Et encore une fois, si vous vous positionnez comme des élus susceptibles de prendre le pouvoir dans 3-4 ans, force de proposition, avec une vision, en étant positif,
à 80% le boulot sera fait. Vraiment, le boulot sera fait. Et c'est en conclusion, l'électeur voit toujours son intérêt, non pas clientéliste, non pas personnel, mais pour se dire comment ma vie va s'améliorer et comment ma vie de mes enfants, la vie de mes parents, la vie de mes voisins, comment le vivre ensemble, comment l'intérêt général va être mieux servi. Et si vous incarnez cette liste, dès maintenant, bah, vous serez maire. Vous serez maire. Parce que 2014, on n'a pas gagné parce qu'on avait la meilleure liste et on avait le meilleur candidat. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné. Et 2020, on a gagné parce que dès 2018, dans notre tête, dans ma tête, j'avais les meilleurs maires adjoints, j'avais les meilleures conseillères municipales, les meilleurs conseillers municipaux, et j'étais le meilleur maire, dans ma tête. Et à partir du moment où vous avez cet état d'esprit-là, tout change. Les gens vous voient différemment. Au niveau de la phraséologie, au niveau du champ lexical, au niveau de la posture, au niveau des prises de position et au niveau de l'état d'esprit. Voilà ce que j'avais à dire en propos introductif, en propos de bienvenue. Je suis vraiment content que vous soyez là. Ça sent que vous êtes des gens bien. Je suis content de vous connaître, franchement. Merci Christophe d'avoir permis cet échange possible. Puis en plus, à titre personnel, ça me permet de rencontrer des collègues, et puis échanger, et puis me donner du juice, quoi. Ouais, je suis content, bien. Voilà, malheureusement, malheureusement pas pour ceux qui sont à la réunion, j'ai une réunion à un comité de direction, mais j'aimerais bien entendre un peu, ça me fait plaisir d'entendre les collègues. Alors, je vais juste remercier Monsieur le maire de cette introduction qui, à nous aussi, nous donne du juice. Je ne suis pas sûre de le dire aussi bien que lui. Avant que vous rejoigniez vos autres obligations de l'après-midi, je vous propose, pour ceux qui auraient des questions sur ce petit temps d'introduction, de les faire. Ensuite, je passerai la parole à Olivier Roucan. Nos débats, on va essayer de... alors, vos conseils étaient éclairants. Ils étaient éclairants. Je pense que ça donne matière à réflexion pour les élus d'opposition autour de cette table. Et ils étaient intéressants parce qu'ils montrent aussi qu'on peut exercer le pouvoir différemment. Et c'est ce que l'association soutient. Voilà, c'est-à-dire que la démocratie, c'est une majorité... Alors, on nous demande toujours, est-ce que vous êtes une opposition constructive? Une opposition constructive et intelligente, certes, mais avec une majorité qui l'est tout autant. Et je crois que les différents points que vous avez abordés donnent une image différente de ce que peuvent être les relations entre la majorité et l'opposition. Donc, petit tour de questions avant que je passe la parole à Olivier Roucan, et nos débats auront lieu plutôt sur cette question de l'intercommunalité et de ce qu'on peut proposer, nous, dans le cadre de la présidentielle qui s'annonce. Alors vous allez participer à une autre présidentielle avant, c'est celle de l'AMF. Ce matin, les Échos Week-end qualifiaient cette réunion de l'après-midi du hors-d'œuvre de celle à laquelle vous allez participer la semaine prochaine. Voilà, je crois qu'il y a de grands enjeux aussi à l'issue de ces élections, et on est ravis ici de faire le hors-d'œuvre de la réunion de la semaine prochaine. Denis Fay, c'est juste une question. Dans votre période de mandat de traversée du désert, est-ce que vous avez eu une organisation particulière de type associatif ou autre? C'est une super bonne question, parce que tout de suite, on s'est dit en 2014, on s'était projeté sur... il faut vraiment qu'on démontre que la politique ne se limite pas au conseil municipal ou à un statut d'élu. Donc on a listé on a reclarifié notre vision, la ville du progrès partagé, la ville qui progresse, mais le partage en même temps. On a listé nos valeurs, bienveillance, fraternité, solidarité, EPA, Sistana. On a parlé d'amour, ils nous ont pris pour des débiles à l'époque, mais c'était le CAIR et c'est exactement ce qui revient. On a parlé d'écoute, on a parlé d'humilité, et ça c'était la vision. Ensuite, on a décliné sur des axes.
Donc l'aménagement, le logement, mais encore une fois, tous nos opposants parlaient de façon silotée. Le logement, la culture, ce que fait tout le monde. Nous, on n'a pas travaillé comme ça. On a tout de suite sorti des thématiques, une vision avec des axes philosophiques. Progrès partagé, c'était la vision. Le premier axe, c'était une ville où on se sent en sécurité. Le deuxième axe, c'était une ville qui démocratise l'excellence. Le troisième axe, c'était une ville qui rayonne. Et le quatrième axe, c'était une ville belle. Belle. Donc ça, et une fois qu'on avait la vision, la ville du progrès partagé, c'est une ville qui s'enrichit, mais qui n'exclut pas, et pas une ville qui s'appauvrit, qui ghettoise, ça c'était ce qu'offraient les autres. Nous, on voulait offrir une ville qui progresse, vraiment qui s'enrichit, et que tout le monde puisse bénéficier de cet enrichissement-là. C'était pour nous, sur le plan idéologique, l'incarnation de ce que nous portions. Après, il fallait traduire ça par un outil. Alors pour répondre à la question, oui, tout de suite on a monté une association qui s'appelle Agir pour Saint-Ouen, et ça se déclinait sur des thématiques soit intellectuelles, des débats, où on rassemblait, ça nous permettait d'animer nos réseaux. Alors c'était des débats qui partaient de l'usage du plastique dans le monde ou en France, donc le développement durable, la légalisation ou pas du cannabis, quel type de... les finances, comment végétaliser tout en répondant à la politique du logement. Voilà, c'était des problématiques vraiment très factuelles, et à chaque fois, on partait avec des propositions potentielles. Donc oui, une structure associative avec des débats, et des présences aussi régulières sur le terrain, marché, etc., avec des propositions. Et un élément qui a fait qu'on a créé l'évidence, c'est-à-dire que mon job, moi, c'était de démontrer aux gens, et là je l'avais vu parce qu'aux élections départementales de 2015, on était arrivé premier à Saint-Ouen, c'était de démontrer aux gens que c'est soit l'ancien maire, soit moi. Et pas moi, in fine personae, c'est cette équipe. Lui qui personnalisait, le pouvoir était personnalisé, était personnifié. Nous, le pouvoir prochain était incarné, avec un leadership, mais avec une équipe, et avec une vision. Et après, il faut rabâcher. Et on rabâche. C'est de la pédagogie, c'est de l'éducation, c'est de la transmission, Voilà, mais la structure est importante. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce que vous avez exprimé, dans toutes ces valeurs, en fait, c'est simplement l'intérêt général. Et par des temps aussi troublés que ceux que nous connaissons actuellement, alors on peut peut-être nous traiter d'idéalistes, de bisounours, de ce que vous voulez, mais en tout cas, je pense que même avec les colistiers avec lesquels je travaille, ça nous parle particulièrement. Moi, j'avais une question, est-ce qu'il serait possible de créer, ou est-ce qu'il existe au sein de votre commune un asile municipal? Parce que moi, je suis tout à fait d'accord pour demander l'asile municipal à Saint-Ouen, parce que je pense que, effectivement... Oui, je pense qu'il faudrait réfléchir à ça. En tous les cas, si jamais il y a un groupe de travail là-dessus, moi, je veux bien participer. Je vous remercie. Par rapport à ça, avec grand plaisir, moi je suis à votre entière disposition, honnêtement. Je vous laisse mon portable, vous m'appelez. Si, comme on dit de façon locale, si on peut envoyer de la force aux collègues, on le fait. Et parce que moi, ce qui est important vis-à-vis des administrés, c'est qu'ils comprennent que vous ne faites pas ça pour régler un problème pécuniaire ou financier, mais vous le faites parce que vous aimez votre ville et vous aimez votre territoire. Et ça, je pense que ça se sent. Vous êtes là un vendredi 12 pour parler c'est que vous aimez vraiment ce que vous faites. Et ils peuvent vous faire tout le procès, vos opposants, mais ils ne pourront pas vous faire le procès de vous êtes sincère dans votre démarche, vous êtes des bosseuses et des bosseurs, et vous le faites non pas parce que vous cherchez un job, mais vous le faites parce que vous aimez votre ville. Et ça, c'est hyper important. À mon avis, encore une fois, je déteste la modestie, mais c'est vraiment toute humilité. Je parle par rapport à notre expérience. Et ça, c'est ce qui est ressenti. Et même nous, nos opposants, de l'époque, ils nous disent, il y a un truc qu'on ne peut pas leur enlever, c'est qu'ils aiment vraiment leur territoire. Ils sont sincères, ils sont intègres. Après, moi, j'avais un exemple. Moi, je suis un exemple, entre guillemets, un peu à part, parce que je gagnais super bien ma vie.
il ne pouvait pas me faire le procès de il est là pour gagner de l'argent mais vous c'est pareil, c'est des villes, c'est des petites villes, c'est pas maire de Paris ou maire de Chicago, donc derrière c'est des sacrifices que vous faites, et ça ils le ressentent les gens, vous faites des sacrifices, et vous faites le sacrifice de façon généreuse, bienveillante, et il faut le dire, et je pense qu'il ne faut pas être modeste, il faut être humble, mais il ne faut pas être modeste. Et à partir du moment où ils sentiront franchement le début de l'agressivité, c'est le début de la peur. Et s'ils sont agressifs, c'est que c'est la gagne, ça sent la gagne. Il faut tout le temps se réveiller en se disant ça. C'est que la gagne, voilà, on y arrive. C'est pas la finalité, c'est pas la gagne. La finalité, c'est de mettre en œuvre votre projet pour améliorer la vie de toutes et tous. Et ça passe par la gagne. Et par rapport à votre question sur la structure, il faut mettre en place des règles. Et la règle, moi, c'était pas de phrases négatives. Et c'est ce que j'ai mis en place aussi à la mairie de Saint-Ouen. On n'y arrivera pas, c'est compliqué. Moi, ça rentre pas chez moi ici. Donc, faut que les gens, quand ils rentrent, quand ils viennent nous voir, moi, c'est ce que je me fixe tout le temps, quand ils rentrent les gens dans mon bureau, et quand on est en mairie, il faut qu'ils repartent avec le sourire. Et les gens, quand ils doivent à Saint-Ouen, il faut qu'ils aient le sourire. Alors après, je ne suis pas le président de la République ou le maître du monde, mais au moins, soyons ambitieux, soyons réalistes, exigeons l'impossible. Et c'est ça Et vous avez parlé de bisounours. Petite parenthèse, quand vous regardez droite ou gauche aujourd'hui, hein, moi je suis fier d'appartenir à mon parti, mais j'assume si c'est filmé, il y a peu d'offres qui nous font rêver. Et moi, je le vois quand je parle avec mes enfants qui ont 20 ans, 16 ans, 12 ans, ils kiffent pas. Nous, on est la génération où il y avait de l'idéologie. Voilà, t'es quoi? T'es gaulliste, t'es de gauche, t'es maoïste, t'es ceci, t'es souverainiste. Mais il y avait des débats d'idées et il y avait une utopie que chacune et chacun portait. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de storytelling qui fait qu'on porte. C'est quoi les histoires? C'est quoi les idées? Même les idées. Et dernier élément là-dessus, faut pas être à la remorque. Donc, voilà, locomotive, portez vos idées et au bout d'un moment, ça paye. Ça paye pas en pécuniaire, hein. Ça paye politiquement. Oui, merci. Pour être peut-être un peu plus terre à terre sur les rôles au sein de l'enceinte du conseil municipal, de la municipalité et des différentes commissions, comment vous y prenez de votre côté sur l'inclusion des élus minoritaires au-delà du simple aspect d'être présent en commission préalablement à un conseil municipal. Je prends l'exemple concret. Dans ma commune, c'est parce qu'il y a un conseil municipal qu'il y a des commissions qui passent toute la semaine qui précède et non pas des commissions qui sont là pour effectivement travailler ensemble, minorité et majorité, sur tel ou tel sujet. Ça peut être à l'initiative d'un élu minoritaire ou majoritaire, peu importe. Mais comment vous y prenez concrètement ici pour que les élus minoritaires puissent effectivement participer activement en ayant toutes les informations possibles dans des commissions qui ne seraient pas là juste parce qu'elles doivent avoir lieu de manière obligatoire préalablement au conseil. Voilà ma question. Il est tout à fait difficile, voire impossible, d'être force de proposition le plus constructif qu'on puisse vouloir être si on n'a pas ces informations préalablement à simplement la commission municipale et qu'elle ne soit pas une répétition simple avant un conseil municipal, mais plus que ça, un vrai travail ensemble. C'est vraiment une vision et c'est hyper pragmatique et concret. La commission et la présence des élus est un continuum de votre vision et votre conception que vous avez de l'ensemble des élus du conseil municipal. Si vous considérez que les gens qui sont issus de l'opposition ont perdu et ils méritent qu'on leur mette du goudron et des plumes, la commission, ça va être simplement un endroit pipeau pour vous acheter une virginité républicaine. Mais si vous partez du principe que toutes les bonnes idées peuvent se trouver partout,
Si vous partez du principe que ce n'est pas parce que tu es dans l'opposition que je dois te faire subir un calvaire, si vous partez du principe que le sentiment qui doit porter ton mandat, votre mandat, c'est pas un sentiment de vindicte ou de revanche, mais de construction pour l'intérêt général, alors dans ce cas, les choses se font de la façon la plus fluide, mais fluide. Donc en étant super pragmatique et factuel, il faut transmettre les documents le plus tôt possible, il faut expliquer et dire les choses. Voilà, notre vision c'est celle-ci. Sur le stade Boer, nous voulons le rénover parce que c'est ceci, parce que cela. Qu'en pensez-vous? Ça. On ne va pas passer au vote. Il n'y a pas de vote. On décide, c'est comme ça. Mais si derrière, vous êtes force de proposition, et si on estime, nous, majoritaires, que votre proposition s'intègre pleinement dans ce que nous pouvons porter, nous serons les plus heureux du monde. On va même leur proposer de venir à la majorité dans ces cas-là. Donc, bien sûr. Sidonie, allez-y. Merci, monsieur le maire. Ouais, je voulais compléter parce qu'en effet, le cadre proposé par notre mandature facilite le travail de l'opposition. Et encore, on dit l'opposition, mais plusieurs élus de l'opposition aujourd'hui nous demandent de ne pas les appeler élus de l'opposition, mais juste élus de la minorité. Parce qu'on se rejoint énormément. En fait, le fait de travailler ensemble permet de trouver des consensus et de travailler de concert sur différents sujets. Et au-delà des conseils municipaux, le travail qui est fait avec la minorité, du coup, peut se porter sur différents projets, notamment on les inclut sur des travaux qui peuvent être tout à fait transverses, avec la charte de démocratie locale que nous avons votée au mois de juillet dernier. Cette charte a été coécrite avec des citoyens, des habitants et des élus de l'opposition, parce qu'à notre sens, ils font pleinement partie enfin, c'est leur place, et c'est pour ça qu'ils ont aussi eu un certain suffrage. On les a aussi impliqués dans les assises citoyennes de la sécurité qu'on a lancées en tout début de mandat. On leur a demandé de faire des propositions, ils ont assisté aux ateliers. Enfin, vraiment, on travaille de concert. On les associe en amont sur tous les sujets où les citoyens et l'opposition a son mot à dire. Et c'est pour ça qu'on faisait référence, monsieur le maire a expliqué la conférence des présidents de groupe. Avant chaque conseil municipal, les présidents de groupe se retrouvent et échangent sur tous les sujets qu'ils estiment. Enfin, ça ne vient pas que de notre chef, ils peuvent proposer des sujets et ainsi on arrive sur un vrai travail collaboratif. Je parte, mais finalement, tu as bien fait de compléter mon propos. C'est le maître mot, honnêtement, c'est le respect. Le respect. Si vous respectez vos opposants, franchement, ils vous respectent. Il n'y a rien de plus énervant que quand vous êtes opposant et vous êtes attaché à votre territoire, vous militez depuis des années, et vous apprenez quelque chose dans la presse. Un projet structurant dans la presse, alors que la veille, il y avait une commission. Donc ça, c'est des trucs. Donc moi, on a comme Darty, on a monté un contrat de confiance. Je leur ai dit, écoutez, je ne ferai jamais d'attaque ad hominem, j'en ai pas fait quand j'étais dans l'opposition, j'en ferai pas en tant que maire. Donc, 2, le respect. Le respect, ça veut dire le respect des personnes, le respect de la vie privée, le respect humain, le respect en tant qu'élu. C'est-à-dire que faire en sorte que vous ayez... Quand vous vous trompez, quand il y a un ratage, on prend notre téléphone, on dit toutes nos excuses. Quand il y a un sujet important, je prends mon téléphone, je dis bon là, pour info, il va y avoir ceci, cela. En revanche, ce que je te demande, c'est de ne surtout pas le divulguer, parce que c'est... Et là, ils sentent la relation de confiance. Et encore une fois, votre opposition, la manière avec laquelle vous gérez l'opposition, elle est à l'image de ce que vous êtes. C'est aussi simple que ça. Vous êtes au conseil municipal, ce que vous êtes dans la vie, et vous êtes... Si vous êtes dans la théâtralisation, si vous êtes dans la posture, c'est qu'au bout d'un moment, dans votre vie, vous avez un problème schizophrénique et vous êtes un fake. Donc, après... évidemment, quand je suis sur un ring, ou quand je suis en train de courir, ou quand je suis dans mon bureau, je n'ai pas le même comportement que quand je suis en face du président de la République, mais je suis le même. Il y a des codes à réadapter, mais je ne suis pas dans une posture. Je dis ce que je fais ce que je dis, mais ça c'est une philosophie de vie. Mais si derrière vous êtes dans l'attaque, dans le mensonge et dans le manque de respect, vous pouvez faire toutes les commissions que vous souhaitez, hein. Ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que tout découle du mindset. Donc voilà, je vais être obligé de partir. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Hein. merci pour votre respect, merci pour votre temps, merci pour ce que vous faites, de donner corps à la démocratie et à la République. Pas évident le boulot qu'on fait. Et ça fait plaisir de se retrouver entre pairs,
semblables. Et je vous souhaite très sincèrement beaucoup de force et de réussite pour les prochaines échéances. Faut continuer. Et comme disait Gaston de faire en 63, en politique, parfois on gagne, parfois on perd. Parce que c'est dur la défaite, mais il y aura des victoires. Il y a des victoires. Hein. Moi, j'en ai fait des défaites. Il y a des mecs qui voient le mec sympa et tout, mais on a beaucoup perdu. Hein. Donc, à bientôt. Ok, à bientôt, bon courage. Merci à vous, merci. À bientôt. Alors, quel risque on peut je crois les éléments, ça m'intéresse. N'hésitez pas. Alors, on va profiter de ce changement autour de la table pour attaquer la deuxième partie et un peu ce qui fait le cœur de notre conférence cet après-midi, puisque l'objectif, je vous le rappelle, c'est quand même à un moment de se projeter, puisqu'on parle d'opposition constructive, de propositions, etc., sur l'évolution qui serait souhaitable de notre démocratie locale. Vous êtes dans des communes qui sont toutes inscrites dans une intercommunalité. Voilà. Aujourd'hui, un certain nombre d'éléments laissent à désirer. Et je souhaitais en faire un peu le cœur de notre réflexion cet après-midi parce que dans la vision des échéances qui nous attendent nationales, ça pourrait être le moment de rénover. Alors je ne suis pas sûre malheureusement que l'essentiel des débats porte là-dessus, mais en tout cas, nous avons à cœur de faire des propositions et d'avoir une réflexion sur ces sujets-là qui nous paraissent vraiment très importants au niveau local. Alors je vais passer la parole à Olivier Roucan qui va nous donner un point de vue peut-être large. Voilà. Pour en arriver à l'intercommunalité, mais on va partir peut-être d'un plan d'ensemble. Nous venons d'écouter un propos très vif et nourri d'exemples sur la démocratie et on a finalement beaucoup parlé de respect et d'une forme de culture démocratique. C'est-à-dire que moi, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que la démocratie, c'est d'abord une culture. Et ensuite, les pratiques évoluent. Donc je pense que l'opposition a un rôle majeur à jouer pour diffuser aussi cet esprit démocratique. Ce qui a été évoqué, alors juste une petite remarque, puisque je réagis un peu, c'est un peu libre propos par rapport à ce que je viens d'entendre aussi pour faire la transition, c'est l'opposition. Alors vous avez signalé qu'on appelait donc à Saint-Ouen désormais la minorité. L'opposition était la minorité. À la demande de certains conseillers. À la demande de certains. Mais c'est intéressant ce débat sur le terme, parce que on est dans un contexte de défiance politique très profond, très installé. Et la défiance politique va aujourd'hui jusqu'à remettre en cause le vote, qui pour bon nombre de citoyens n'est plus un acte fondateur de la démocratie et de la République. Donc, en gros, voter, ça sert à quoi? Alors, c'est de l'abstention, mais c'est aussi un coup, on va voter, un autre coup, on n'y va pas. C'est aussi ce citoyen un peu consommateur, en fait, le consumérisme. Et quand je parle de culture démocratique, je dirais que l'opposition a un rôle, enfin, la minorité a un rôle majeur dans la transmission aussi d'un certain nombre de principes fondamentaux de ce qu'est la démocratie représentative. Et au fondement de la démocratie représentative, il y a quand même la question minorité-majorité. C'est-à-dire, notre démocratie, notre modèle démocratique national ou local, c'est une majorité soutient un exécutif. C'est ça la base. Or, au moment où il y a cette défiance et au moment où il y a aussi une dilution des repères idéologiques, ça a été abordé, dilution des repères idéologiques, ça signifie que parfois identifier l'opposition est un problème. C'est-à-dire que l'opposition, si on n'est plus sur le clivage droite-gauche classique, c'est quoi? On se le demande au niveau national.
l'opposition, c'est quoi? Alors ça, si ça se diffuse au niveau des territoires, ça va compliquer aussi l'organisation du jeu. Et je pense que ce terme d'opposition est en travail aussi parce qu'on a un bouleversement du jeu des partis. Alors c'est moins vrai pour l'instant, quoique au niveau des territoires, mais ça va aussi se poser après cette présidentielle, la réorganisation du jeu des partis au niveau local. Donc la majorité et l'opposition, c'est des notions qui ne vont plus de soi. Et alors on va dire minorité, mais certains vont considérer que minorité c'est un peu péjoratif. Enfin, il va y avoir des débats sur la terminologie. Et une autre remarque par rapport à ce que j'ai entendu. Un peu, alors je vais être un peu provoquant, mais c'est pas le et en même temps, mais disons que la démocratie représentative, ce sont des repères. C'est-à-dire, il y a une équipe qui est élue pour 6 ans, et pendant 6 ans, elle gouverne. Et bon, on verra après, quoi. Hein. S'il y a à redire, on verra dans 6 ans. Entre-temps, l'opposition, elle est là. Bon, c'est le modèle à la française. L'opposition est là, c'est déjà bien. S'il y en a 2 ou 3 dans le conseil municipal, c'est bien. Ça veut dire qu'on est démocratique. Mais il faut qu'il soit quand même sage et qu'il n'en demande pas trop. C'est le modèle qui a valu... Alors ça évolue avec les générations, mais enfin quand même. Il y a des endroits où c'est toujours comme ça. Et bon, si on considère l'opposition comme... Alors on associe à la décision en amont. Donc on fait de la démocratie ouverte, on ouvre le jeu de la décision. Mais ça aussi, ça va diluer la notion d'opposition. Parce que finalement, elle va... quel est le gain pour la majorité de faire ça? Il est de dire, ben voyez, ils étaient d'accord. Et on l'entend aussi au niveau national. On entend, regardez, ils ont voté, la droite, elle a voté, comme la République En Marche, là, alors l'opposition. Et au sortir, finalement, elle est où l'opposition? Si on fait de la démocratie ouverte en continu. Elle est où l'opposition? C'est-à-dire que pour l'opinion publique, pour les électeurs, elle est pas si visible et identifiable que ça. Donc on est sur des évolutions en cours qui ont des angles positifs, mais il y a une vraie interrogation à avoir, à mon avis, sur la démocratie majoritaire, si on continue dans la voie qui a été évoquée, sur la démocratie majoritaire et sur l'alternance. Est-ce que la respiration démocratique pour des collectivités ou même au niveau national, c'est qu'il y ait une alternance? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ait une autre équipe visible qui prenne le pouvoir. Ou est-ce que on a un pivot central et que de temps en temps, on l'ouvre, on le ferme en fonction des... Ça, c'est un modèle démocratique aussi qui peut évoluer au vu de toutes ces interrogations. Autrement dit, la démocratie participative, quand elle s'institutionnalise, elle change aussi le jeu, finalement, et les règles du jeu. Et lorsque je parlais tout à l'heure d'une pédagogie à faire, si l'opposition devient la minorité, ou on va trouver un autre terme, il faut aussi qu'elle explique bien aux électeurs ce qui est en train de se passer sur le plan institutionnel. Alors vous allez me dire, mais nous, ce qu'on est là, c'est qu'on est loin de ce modèle, du modèle que vous décrivez. Mais enfin, les choses peuvent aller très vite. Alors, je vais maintenant en venir plus directement à... Quoique je ne suis pas hors sujet, je pense. Aux questions posées. On a réfléchi avec l'ancien président de l'Assemblée des départements de France à quelques propositions sur la décentralisation sous l'angle démocratique, qui ont été publiées par la Fondation Jean Jaurès sous le biais de 3 notes. Je vais m'inspirer de quelques idées qu'on avait pu réunir pour évoquer quelques points après avoir présenté quelques idées sur la démocratie représentative majoritaire. C'est ça, le modèle est en train d'évoluer pour plein de raisons. Et l'opposition, finalement, c'est le médium entre le gouvernement, celui qui décide, et la société civile. Et elle doit aussi s'interroger sur ce qu'elle signifie. Ça, c'était ce que je viens de dire. Le deuxième point, c'est comment mieux respecter la démocratie municipale, intercommunale. Quelques idées qui peuvent venir à l'esprit, qui n'ont vraiment pas la palme de l'originalité, mais ça peut être la base d'une conversation. Au niveau municipal, en finir avec les 50% attribués à la liste qui est souvent très relativement majoritaire. Je crois que c'est ça, non, la base. Oui, mais il ne faut pas passer à côté, si vous faites des propositions, de ce rappel, et notamment au Sénat.
que j'étais il y a une semaine au Sénat sur un thème comparable, puisqu'il y a une commission, la délégation qui réfléchit en ce moment à la démocratie locale. Et c'est peut-être le moyen aussi de faire passer des idées. Bon, donc ça reste la base. Et je veux dire par là qu'il y a des évolutions qui resteront de nature juridique. Il faut faire bouger le Code général des collectivités territoriales, parce que tant que ça ne sera pas le cas, on pourra parler toute la journée alors il faudrait s'intéresser, et qui peut le faire, à tous les règlements intérieurs des mairies et des intercos maintenant. Bon, donc je veux dire qu'il faut se battre pour que le CGCT pose des normes, des règles à l'organisation de la délibération. Parce que la démocratie, au-delà de la représentation, c'est la délibération, donc c'est une culture, mais ce sont aussi des règles du jeu. Donc il y a cette affaire de représentativité qui reste le cœur. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer? Le mode de scrutin des régionales, où la prime n'est que de 25%. Mais je pense qu'une prime à 10-15% suffirait largement, sans rendre les villes ingouvernables. Bon, donc, une prime majoritaire, bon, mettons de 15%. Ensuite, ça va exiger quand même, évidemment, une certaine... là aussi, ça veut dire que les acteurs doivent s'adapter à ça. Hein. Alors, bon, l'accès à l'information, la communication, j'ai pu voir un truc amusant avant de venir, c'est que les tweets ne sont pas considérés comme de l'information générale, et donc, quand une mairie a un compte Twitter, elle n'est pas obligée de donner autant de... Bon, mais c'est vrai que les médias aujourd'hui classiques du journal municipal sont... Qui lit ça? Non, je ne veux pas être désobligeant, mais... Si, alors bon, on va demander ceux qui vont voter. C'est vrai. Ceux qui vont voter, la tranche d'âge, elle répond bien, elle lit encore les informations municipales. Mais bon, il y a aussi des propositions à faire aussi quand on est dans l'opposition sur la régénération de la communication publique. Parce que ça, c'est l'intérêt général. Madame, vous parliez tout à l'heure de l'intérêt général. C'est pas la communication politique, c'est la communication publique. Donc là, c'est pas simplement sur le mode, je revendique d'avoir mon espace dans des supports qui existent déjà et qui... Au-delà de ça, bon, alors vous allez me dire, est-ce que c'est l'opposition? Mais je parlais d'un modèle qui bouge. J'ai fait la proposition, moi, d'instaurer une proportion du conseil municipal qui serait tirée au sort et qui aurait voix consultative. Alors vous allez me dire, bon, il est fou, ça d'accord, je suis fou, mais l'idée, c'est quoi? C'est de former de futurs élus, d'opposition ou de majorité. Puisqu'aujourd'hui, les partis politiques sont dans un état mauvais et qu'ils ne font plus ce rôle de socialisation et de susciter un engagement local. Parce que ce qui se passe aussi quand même, on parle de démocratie, d'opposition, de majorité, mais c'est qu'il y a un désengagement ou un faible engagement des citoyens pour la vie civique. Donc il est difficile aujourd'hui d'aller chercher des gens. Et donc, au-delà de l'opposition qui est un sas avant d'accéder au pouvoir, il y aurait peut-être aussi à imaginer des structures. Alors, ça peut être une partie du conseil municipal avec voix consultative tirée au sort, ou alors ça peut être le conseil citoyen qui vaut dans le cadre de la politique de la ville, mais qui serait généralisé. Pour susciter des vocations, pour susciter un engagement, ça peut être une idée. Alors, sur la modification du Code général des collectivités territoriales, je pense que l'animation du débat en cours de mandat passe aussi par l'obligation, dans le Code général, inscrire une obligation à un référendum consultatif ou décisionnel en cours de mandat. Au moins un. Parce que ça vivifie quand même le débat. On parle d'engagement. Il n'y a pas d'engagement s'il n'y a pas d'enjeu fort. Un enjeu devient fort s'il secoue un peu le cocotier en cours de mandat. Sinon, tout le monde s'en fout. Alors, si on oblige à un référendum, il y aura quand même un peu de débat dans la commune, voire dans l'interco, même si pour l'instant, les intercos n'ont pas le droit au référendum décisionnel. Bon, ça c'est une idée parce que la démocratie, c'est l'expression, soit lors de l'élection, soit par un autre suffrage. Sinon,
comme disait De Gaulle, hein, la démocratie, c'est pas les sondages. Sinon, la démocratie aujourd'hui, c'est des sondages. Des sondages, des opérations de com. Alors j'en viens à un autre point, c'est la démocratie dite participative. Parce que pour moi, la démocratie, c'est participatif. Donc c'est un peu dire démocratie participative. Moi, je préfère démocratie ascendante. Il faut que ça vienne du bas et que ça monte. Et c'est pas péjoratif, le bas. Alors là, là aussi, on peut réfléchir à des obligations. Bon, juste une petite idée qui me revient avant de passer à ça, sur les règlements intérieurs. On pourrait mettre quand même dans le droit l'obligation de composition de ces commissions en respectant bien la proportionnelle. Et vous voyez que tout est lié, parce que si on a un conseil municipal qui arrive à représenter l'opposition à raison de 40% des membres du conseil, forcément les commissions seront composées autrement. Mais ce que je veux dire sur les commissions, c'est qu'il faut aller peut-être, et le proposer, vers un modèle où il y ait des commissions de contrôle. Oui, mais ça, c'est à marquer dans le droit. Sinon, ça ne se fera jamais, hein, il ne faut pas rêver. Des commissions de contrôle dont s'inspirer en fait du modèle parlementaire. C'est-à-dire que les commissions sont là, avec obligation de leur transmettre les pièces, avec travail sur place, des commissions de contrôle. Donc ça, c'est à mettre en place dans le droit, sinon ça ne se fait jamais. J'essaie de réagir à ce qu'a dit Clotilde, comment on peut faire des propositions dans le cadre de la présidentielle. Et donc, il y a cette idée. Bon, sur la démocratie ascendante, participative, il y a cette idée de référendum, il y a cette idée de conseil citoyen. Bon, au-delà, je pense que c'est le travail des enjeux, et là, ça implique autant l'opposition que la majorité. C'est-à-dire que, finalement, un accord peut être trouvé sur des priorités. Ça, c'est la culture démocratique, c'est l'esprit civique. Parce qu'on a vu tellement de campagnes locales qui se faisaient finalement sur des enjeux qui n'avaient rien à voir avec les pouvoirs des collectivités. Alors, se recentrer sur le qui fait quoi en matière décentralisée et rester un peu fidèle à ça pour pas gagner des élections sur des points sur lesquels, une fois qu'on est au pouvoir, on ne peut rien faire, ça serait bien, ça. C'est ça aussi la culture démocratique. Alors, une idée aussi qu'on a pour faire cet engagement local et ce tissu, au-delà du tissu associatif qui est toujours important, mais là aussi, il y a des problèmes sur la baisse des subventions, sur l'octroi des subventions. Il y aurait du travail à faire là-dessus. Est-ce qu'il faudrait mettre, par exemple, une sorte d'autorité, enfin, c'est un rêve, mais la distribution des subventions aux associations, est-ce qu'il faut une autorité un peu indépendante, des garants là-dessus, je ne sais pas, au niveau local, pour rassurer quand même, notamment l'opposition, mais pas seulement, sur le fait qu'on ne fait pas la chasse aux associations qui déplaisent. Oui, mais comme elles ont tellement besoin de subventions, l'indépendance, voilà, donc il faudrait des garants, ça c'est peut-être quelque chose à proposer, la mise en place d'un garant. Il y a bien à l'intérieur des collectivités pour les fonctionnaires des déontologues, des référents déontologues. C'est pas non plus une utopie ces affaires quand même. Et puis, mais je ne vais pas parler trop longtemps, il y a la question aussi de cet engagement à susciter. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de Fab Lab, de tiers-lieux, voilà. Peut-être que l'école, le week-end, peut devenir une sorte de tiers-lieu de transmission par rapport à la précarisation de certains territoires, à la difficulté d'accéder à certaines formations, à échanger sur des compétences, donc des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, sans employer les grands mots. On peut mobiliser à l'échelon communal des compétences partagées par la population et stimuler l'échange. Nous sommes dans une société du numérique où on constate, quoi qu'on en dise,
le fameux à distance, qui n'est pas un terme neutre, c'est-à-dire que parfois c'est de l'isolement physique, on l'a vécu, mais ça ne va pas se rayer d'un trait de plume. Et il y a peut-être un rôle aussi de stimulation, et là ça concerne aussi bien l'opposition que les autres, de stimulation de cet engagement, de ce lien social, et je pense que l'école républicaine, c'est un symbole comme lieu de transmission de savoir au niveau local, pour des gens qui n'ont pas accès facilement à des formations. Et là, c'est la mise à contribution d'ailleurs du tissu associatif, qui sort un peu parfois de son entre-soi, parce que le club informatif qu'on subventionne, au bout d'un moment, c'est 10 personnes, toujours les mêmes, pendant 10 ans. Et ils font quoi pour la commune? Donc ils pourraient s'ouvrir un peu. Voilà. Quelques idées, quelques réflexions sur... alors sur l'intercommunalité, quand même, j'y viens. Parce que c'est finalement ce qui est le plus éloigné de la démocratie locale, puisque donc 99 à aujourd'hui, progrès en compétences faramineux, mastodonte. Et moi, je ne suis pas forcément contre le XXL, c'est pas la question, mais c'est sur le plan démocratique un non-sens. Ça n'existe pas. C'est-à-dire les gens comprennent déjà très peu une élection, ils y vont de moins en moins. Mais alors quand on leur dit « Ah oui, il y a un fléchage avec des noms sur l'interco, ah oui, c'est à gauche ou à droite, on ne sait pas. » Enfin, je veux dire, sur le bulletin, hein, ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite, ils sont où? Bon, personne ne sait ce que c'est que le fléchage. Alors, au Sénat, pour les provoquer, je dis, en fait, il faut élire le président de l'Interco au suffrage universel direct. Alors là, ils m'ont coupé le micro. Grosse, parce qu'eux, ils sont sur la commune. Et c'est vrai que la commune est importante sur le plan politique, la proximité, c'est la commune, mais un président d'Interco élu au suffrage universel, si on ne change pas le mode d'élection des conseillers, c'est quand même pas non plus... Alors tout de suite, ils disent « Ah, mais ça tue la commune ». Alors je ne suis pas d'accord, mais du coup, je ne suis pas allé plus loin encore dans ce que je voulais rajouter. Pour moi, on pourrait se servir l'Interco pour un régime à l'américaine, c'est-à-dire séparer les pouvoirs. Le président de l'Interco, il est à la tête d'une administration pour exécuter des délibérations qui sont votées par une assemblée qui a son patron, et ce n'est pas les mêmes. Le président de l'assemblée n'est pas le président de l'Interco. Dernier point, parce que ça va avec, statut de l'élu, évidemment, avec des droits à la retraite, et une souplesse dans le passage de la vie, j'allais dire de la vie civile, de la vie professionnelle au statut de l'élu. Donc la question des droits à la retraite, la question des droits à la formation, vous savez bien de quoi on parle là, mais tout ceci doit finir par aboutir, et là je crois qu'au Sénat il y a des oreilles attentives là-dessus maintenant. Voilà, je me tais. Merci Olivier pour plein de propositions à débattre et un large tour d'horizon qui nous montre un peu aussi tout le travail de réflexion qui nous reste à faire. Alors avant d'avoir des échanges de questions plus spontanés, je voudrais passer la parole à Delphine Jouen et Michael Lopez, que j'ai sollicités, qui sont tous les deux adhérents de la ELO, pour représenter, je dirais, deux catégories, j'aime pas trop le terme, mais malgré tout, élus différents. Delphine est, par une brillante carrière de chef d'entreprise, je ne sais plus, Karim parlait de la maman ou de la femme qui a 3 journées, elle doit en avoir 5 ou 6, je pense, et élue récente, puisque son mandat date de 2020, et donc je trouvais intéressant, on a échangé, et c'est vrai que je trouvais intéressant d'avoir aujourd'hui un point de vue d'une jeune élue, et de la façon dont pour elle vit cette nouvelle fonction. C'était intéressant l'introduction parce que Karim a beaucoup parlé de valeurs, d'une fonction, de sacrifice. Alors c'est des termes qui peuvent ne pas parler à certains quand on parle de politique.
et que pourtant, nous, en tant qu'élus ou anciens élus d'opposition, on comprend très bien, mais je voulais son point de vue, donc je vais lui donner la parole tout de suite. Et puis Michael, qui, bien que ça ne se voit pas, est un vieil élu, et nous nous connaissons depuis 2014, où il a démarré son mandat. Voilà, et dernièrement, il a démissionné de ses fonctions actuelles. Et je trouvais intéressant de confronter leurs deux points de vue parce que ça donne non, tu vas pas nous casser le moral, Michael. Voilà, mais ça nous donne deux points de vue et une confrontation de points de vue différents pour apprécier ou comprendre ce que c'est qu'être un élu d'opposition. Voilà, et ça donnera et ça alimentera notre réflexion et les propositions qu'a pu faire, va nous aider à faire Olivier Roucan, voilà, sur cette démocratie locale et les difficultés qu'on peut rencontrer. Merci Clotilde. Bon, j'aime bien l'idée de jeune élu. Je pense qu'on faut plutôt dire élue récente. Je pense qu'on serait plus juste. Oui, donc en fait, moi j'ai démarré. On est venu me chercher pour faire partie d'une liste alors que j'avais aucune ambition dans le domaine. Et finalement, j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Je me suis rendu compte que finalement tout n'était pas si rose. Parce que c'est vrai que c'est le décalage qu'on peut avoir parfois dans des mairies qui sont finalement plutôt pas mal gérées. C'est qu'on ne voit pas les petits points de difficulté qui peuvent exister parce que pris dans notre quotidien en tant que citoyen, on se dit finalement la ville est propre, elle est sécure, on se pose pas trop de questions, on rentre le soir, tout est beau, tout est nickel. Et c'est vrai que quand on commence à rentrer dans les dossiers, on se dit finalement, il y a quand même pas mal de choses qu'on pourrait améliorer. Du coup, la difficulté, c'est qu'avec l'élection, on s'est retrouvé avec le Covid et donc une surmédiatisation de notre maire qui a bénéficié finalement aussi de cet effet médiatique, plus de l'antériorité de son mandat qui lui permettait finalement d'être très rassurant pour des électeurs, sachant que quand on était aux élections, on s'est rendu compte que la mairie avait aussi bien fait son rôle pour rassurer les électeurs en leur disant venez voter, ne vous inquiétez pas, tout a été mis en œuvre pour que la sécurité des votants soit bien prise en compte. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de personnes âgées venir voter là où notre public initial aurait été plutôt les jeunes familles. Donc on s'est retrouvés, aujourd'hui on a je crois 35 élus de la majorité et 4 élus de l'opposition dans deux domaines différents. Enfin il y a le parti de gauche et nous on représentait un parti plutôt modéré de centre. Je n'avais pas d'étiquette. La personne qui s'est présentée comme candidate était LREM, on avait le MoDem, on avait aussi une association de citoyens qui nous avait aussi rejoint sur le sujet et Génération Écologie. Donc quelque chose d'assez large pour représenter justement une grande partie de la population. Donc j'avoue que j'ai découvert totalement, j'étais même jamais allée à un conseil municipal, j'avoue. Donc ça a été une grosse découverte. Les choses on a demandé la rémunération des élus municipaux de l'opposition parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on était les seuls à travailler nos dossiers, c'est-à-dire que les élus majoritaires, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir une vitrine avec un chat comme au Japon qui lève la main comme ça et ils sont tous sur leur téléphone et j'ai l'impression que les dossiers sont très peu travaillés alors que nous, on va chercher justement les points de réflexion. Ça nous demande un travail colossal, surtout quand on est deux. Donc même si on a encore quelques personnes qui nous suivent, on reste quand même deux au conseil municipal. On a aussi la chance d'être prévenu que les 5 jours francs
avant la tenue du conseil municipal, histoire de garder le suspense jusqu'au bout, hein, sachant que la majorité a le calendrier du conseil municipal, mais nous, jusqu'au bout, on nous tient en haleine. Ce qui est fort sympathique quand on doit notamment travailler sur le budget et qu'on se retrouve avec 1500 pages à décortiquer entre un vendredi soir à 20h, parce qu'on a reçu le document à 20h, et je crois que ça nous amène au jeudi pour le conseil municipal, donc très très compliqué. Nous n'avons pas d'existence physique, ne serait-ce qu'une photo sur le site internet, ou même dans le journal, ou même sur un système d'affichage, donc nous n'existons pas physiquement. Je pense que c'est aussi une façon de nier indirectement notre réalité. Nous n'avons pas de carte de visite. Donc, pareil, nous n'existons toujours pas. Je me suis battue pour avoir la possibilité d'avoir un espace sur le site internet de visibilité de l'opposition. Mais finalement, je me rends compte que c'est uniquement la reprise de notre dernière tribune du magazine. Donc, il n'y a même pas d'historicité non plus de ce qui a pu être écrit pour voir l'évolution. Donc c'est vrai que c'est quand même très usant, sachant que moi je vois, venant du monde de l'entreprise, moi je considère que même des concurrents dans le monde de l'entreprise sont des gens qui nous font avancer parce qu'ils nous obligent justement à innover et à être force de proposition et à sortir de sa zone de confort pour justement essayer d'imaginer quelque chose de constructif, sachant que finalement on a quand même le même objectif, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on a tous le même objectif, donc ça serait quand même plus pertinent de nous laisser finalement une opposition constructive pour pouvoir être force de proposition en se disant que finalement tout est bon à prendre, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, sachant que généralement dans la majorité il y a peu de propositions qui sont faites. C'est un peu le cas. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. J'avoue qu'au bout d'un an de tour de piste, quand on n'a pas de gros projets avec une ville qui fait 1,6 km², donc très peu aussi de foncier, de projets d'investissement et très peu d'initiatives avec une ville qui financièrement bénéficie aussi du pôle d'attractivité de la Défense. Il y a peu de sujets, en fait finalement les sujets d'opposition sont très très minces, donc c'est pour ça qu'on a la nécessité aussi d'aller les chercher de façon très précise dans les dossiers, et c'est toute la difficulté, c'est qu'au bout d'un an de tour de piste, il nous manque aussi, je pense, la difficulté est aussi de se renouveler sur l'argumentation de l'opposition, parce qu'une fois qu'on a voté le budget, une fois qu'on a voté le renouvellement d'un appel d'offres pour les parterres de fleurs ou pour le renouvellement des caméras en ville, c'est extrêmement compliqué d'avoir des points d'opposition. Donc c'est vrai que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement de se dire que les points d'opposition doivent être des points de proposition et des points positifs. Mais c'est vrai que typiquement, on s'est battu sans réussir à obtenir gain de cause. On n'a pas de retransmission du conseil municipal en ligne. C'est vrai qu'avec le Covid, on aurait apprécié que le maire médecin souhaite justement rendre accessible la communication du conseil municipal, mais finalement je pense qu'il est aussi contraint entre son statut de candidat aux primaires, aux élections présidentielles versus ce qu'il peut dire au conseil municipal, parce que finalement personne ne va lire la retranscription qui est faite à la machine pratiquement. Donc c'est toute la difficulté, et ce que je regrette aussi, et moi j'essaie de faire des didascalies aussi dans mes interventions, parce que qui dit retranscription écrite dit que l'ironie ne passe pas. Donc quand on le félicite ou quand on le remercie en disant « Monsieur le maire, nous sommes ravis que cette année vous ayez décidé de ne pas augmenter les impôts fonciers, mais de fait vous le faites toujours la première année de votre mandat, ce qui vous permet après, à la prochaine élection, de dire que vous n'avez pas augmenté les impôts fonciers pendant 5 ans ». Si je dis ça à l'oral, on va bien sentir l'ironie, mais si on le lit à l'écrit, l'ironie ne passe pas. Donc c'est toute la subtilité du jeu où finalement on nous donne l'impression d'avoir une opposition et une écoute de l'opposition, alors que fondamentalement c'est pas le cas.
Donc ça, c'est au bout d'un an, un peu plus d'un an de conseil municipal. Après, l'objectif était aussi de montrer qu'on avait une réalité politique en étant avec mon camarade de conseil, lui au régional et moi au départemental, pour aussi avoir une existence autre que le conseil municipal. Moi, j'écris énormément aussi d'articles que je diffuse sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ça reste une infime partie de la population qui y a accès, et finalement, c'est pas forcément ceux qui vont aller voter. Donc, on se fait plaisir intellectuellement, mais la diffusion est très complexe. On va monter une association parce que, en fait, on veut diffuser aussi notre petit bilan, notre modeste bilan des actions qu'on a pu mener, mais ça passe par une newsletter, ça va passer éventuellement par des rencontres, mais il faut aussi financer ce type d'initiative. C'est vrai que si on bénéficiait d'une petite rémunération, d'une indemnité en tant qu'élu local, on pourrait faire ce travail, et il ne serait pas forcément négatif à l'encontre de la majorité. Il serait juste de simplement aussi valoriser ce qu'on était en mesure de pouvoir proposer en plus ou à côté de ce que fait la majorité. Mais c'est vrai que c'est difficile de se dire que pendant 5 ans, il faut qu'on arrive à mobiliser les foules qui sont sursollicitées. Là, on va peut-être pouvoir bénéficier de l'effet de la présidentielle pour aussi essayer d'aller rechercher des gens qui vont s'intéresser à la présidentielle, parce que finalement, c'est la seule élection qui intéresse majoritairement les Français, et on se dit que si on les attrape sur la présidentielle, on va peut-être réussir à les conserver avec nous. Mais c'est vrai que ça demande une énergie de dingue, et quand on a son travail à côté plus sa vie de famille, c'est compliqué de tout gérer, même si c'est toujours aussi passionnant et qu'il est hors de question qu'on lâche quoi que ce soit. Voilà. Merci. Je vais commencer par reprendre le titre qui, je trouve, va bien avec ce qu'Olivier a présenté tout à l'heure, de mon communiqué de presse de démission, qui était « Démission face à une démocratie qui s'ignore entre les élections ». Voilà, et ça voulait tout dire. Je vais prendre du recul par rapport à ces 7 ans de mandat, donc d'abord 6 ans en tant que conseiller municipal, et puis donc 1 an et demi là, à l'intercommunalité. C'est compliqué, je trouve, d'accepter le fait que j'ai vraiment essayé de prendre du recul par rapport à l'échelle locale de ma collectivité. De se dire qu'on peut à l'heure actuelle respecter les règles d'un CGCT, respecter toutes les règles, ou presque, et malgré tout de ne pas pratiquer une démocratie locale sur le fond. On est sur une démocratie locale sur la forme peut-être, mais sur le fond on en est très loin. Et quand je parlais tout à l'heure de la pratique des commissions municipales qui ont lieu simplement par l'aspect obligatoire au préalable la semaine qui précède le conseil municipal, ça n'avance à rien. C'est une répétition des conseils municipaux pour les élus de la majorité, et ça n'apporte rien à la discussion. Comment être constructif, comment apporter les idées pertinentes avec une toute petite partie des informations. Il faudrait être extrêmement fort pour pouvoir le faire. Donc de temps en temps, parce qu'on est peut-être un peu plus compétent sur tel ou tel sujet, qu'on a bien creusé les informations, qu'on a eues par nous-mêmes, on arrive à donner quelques idées qui peuvent passer le filtre de la majorité, mais toujours est-il qu'il est très compliqué pour un élu minoritaire à la fois de l'être et de l'entendre, ce côté constructif, où manque de volonté d'apporter des idées positives simplement, sans être tout le temps dans la critique. Et voilà, c'est un constat à l'échelle, tout d'abord à l'échelle communale. Donc il y a pour moi, c'est essentiel, si on veut vraiment parler de démocratie locale, de revoir les règles,
Et notamment, alors il y a un certain nombre d'obligations qu'on pourrait proposer. Les délais respectés quand on est à 5 jours, effectivement, avec des centaines, parfois même des milliers de pages à analyser pour des élus minoritaires, c'est juste injouable. Donc ça, il faut pouvoir en sortir. Il faut aussi effectivement être dans le respect. Monsieur le maire de Saint-Ouen en parlait tout à l'heure. C'est quelque chose qui doit être réciproque. Et si on veut véritablement œuvrer dans l'intelligence collective, alors on fait plus que le minimum réglementaire. On augmente les délais pour pouvoir envoyer les différentes pièces nécessaires effectivement, afin de pouvoir proposer des choses pertinentes qui soient éventuellement discutées et portées, pourquoi pas, lors d'un conseil municipal. Ça, c'est pour la sphère municipale, en tout cas, en prenant du recul par rapport à ce fonctionnement. Il y a un certain nombre, alors je ne vais pas les faire toutes ici, il y a tellement à dire, mais sur la sphère vraiment de la commune, c'est fondamental à mes yeux de modifier la donne d'un point de vue réglementaire. Donc ça, il faut se poser et voir dans quelle mesure on peut, au-delà du simple aspect de ce fameux bonus de 50% à l'équipe gagnante, aller au-delà de ça et imposer certaines règles qui aillent bien au-delà des règles actuelles, qui permettent à un maire tout simplement dire lors des conseils municipaux que quelle que soit la parole de la minorité, la décision est prise, le vote est fait avant l'heure, comme on le sait, c'est souvent une simple chambre d'enregistrement. Et il serait bon pour tous, dans l'intérêt général justement, de sortir de ce fonctionnement. Ça, c'est pour l'aspect communal. Pour l'aspect intercommunal, qui est qui est plus récent pour moi, mais si vous voulez, ce que j'ai pu percevoir de manque de fonctionnement démocratique à l'échelle communale, là j'ai trouvé à l'échelle intercommunale, vous parliez de non-sens démocratique tout à l'heure, c'est exactement ça. On est dans un flou artistique, quelque chose de complètement inaccessible pour la population, au moins dans son fonctionnement, qui est assez indécent. On ne devrait même pas parler de majorité, de minorité dans un conseil communautaire. Il y a un certain nombre d'élus issus des différentes municipalités. Nous sommes 20 communes. Il y a 52 élus issus des majorités municipales et 8 issus des minorités. Mais tout ça vient de la gauche, il y a de la droite, peu importe les étiquettes. Alors il y a donc une vingtaine, 20 maires, et puis leurs adjoints et leurs listes, et quelques élus minoritaires qui sont en général les têtes de liste, et encore pas dans toutes les communes, puisqu'il faut avoir une certaine dimension, une certaine taille de population. Donc on perd tout aspect, à mes yeux, de représentativité réelle. Vous parliez d'une proposition de déconnecter finalement l'élection du président de l'intercommunalité, pourquoi pas, ça me paraît peut-être plus sain, mais là nous avons une pratique qui n'est absolument pas démocratique, qui fait que, par exemple, les élus issus des minorités n'ont réglementairement, ce coup-ci, pas le droit d'accès aux commissions intercommunales. Donc on aura beau se proposer pour participer à ces commissions, si le président de l'intercommunalité ne le souhaite pas, on n'a pas accès. Sauf si les élus issus des minorités arrivent à se constituer en groupe. Mais pour se constituer en groupe, il faut un certain nombre d'élus. Et pour nous, par exemple, c'est sur les 8, il en faut 6. Minimum, voilà, 6 qui se mettent d'accord entre eux pour former un groupe avec donc des sensibilités politiques très différentes. C'est très compliqué. Et si on n'a pas ces 6 élus pour faire un groupe intercommunalité, eh bien on n'a pas accès aux commissions ni à tout le reste. Donc là, on est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Un bureau communautaire réunissant essentiellement les maires décide de tout.
arrive avec les décisions en conseil communautaire et encore une fois chambre d'enregistrement et on passe des décisions comme ça sans possibilité. Alors là, pour le coup, pour les élus issus des minorités, de faire quoi que ce soit comme proposition, on va dire argumentée, encore une fois, avec toutes les bonnes informations, puisqu'on n'y a même pas accès lors des commissions. Donc alors là, pour le coup, les pièces qu'on reçoit au préalable, c'est une quantité folle de documents, qui va bien au-delà de l'échelle communale. Et on aura beau être 5-6 à travailler dessus 5 jours avant, on n'y arrivera jamais. Donc il y a un véritable et grave problème démocratique à l'échelle intercommunale, qui est cette strate. Alors je ne dis pas forcément qu'il faut supprimer l'échelle intercommunale, mais dans son fonctionnement, on est vraiment en décalage total avec ce que souhaite la population, à mes yeux. Je pense que l'attente globale de la population, si on veut effectivement qu'elle retourne un peu vers les bureaux de vote, la sphère intercommunale, comme vous le disiez, qui prend de plus en plus de compétences de toutes les communes, elle est totalement inaccessible, inaudible à la population, et c'est bien dommage. Donc s'il faut proposer quelque chose de simple, déjà, c'est que ce qui est appliqué au sein des municipalités, pour toutes les créations de commissions, évidemment que un certain nombre en tout cas, mais tous les élus volontaires, quel que soit leur groupe majoritaire ou minoritaire, puissent au moins participer à ces commissions. Ça me paraît essentiel, et de ne pas avoir besoin de se créer en groupe avec comme je vous disais, des sensibilités différentes et des villes différentes, ce qui est encore plus compliqué qu'à l'échelle locale, pour pouvoir faire valoir faire des propositions intéressantes pour l'intercommunalité. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire là comme partage de vécu personnel, communal et intercommunal. Merci. De rien. On avance dans les propositions. Alors je voudrais passer la parole à Jean-Paul Lefebvre, qui est digne représentant au conseil d'administration de l'AELO et élu à Noisy-le-Sec. Merci, chère Clotilde. Chers amis, voilà, moi je suis un enfant du pays, parce que je suis né à Bagnolet, donc voilà, donc la Seine-Saint-Denis est ma terre, et c'est également ma terre d'élection, puisque j'y vis. Et alors pour encourager les uns et les autres, je suis élu municipal depuis 38 ans sans discontinuer. Voilà, donc, et sur ces 38 ans, j'ai fait 15 ans dans l'opposition. Voilà, et aujourd'hui dans la minorité, on va dire, parce que je ne me situe pas vraiment dans l'opposition compte tenu de mon parcours politique personnel. Voilà, j'ai été tête de liste en 2020 sur une liste citoyenne. C'est extrêmement difficile. Donc, c'était un challenge personnel incroyable, mais bon, j'ai réussi à faire 12% au premier tour, ce qui est sans le soutien d'un grand parti s'il en reste. Donc, et j'ai fait longtemps j'ai longtemps été membre de ce qui fut un grand parti, mais qui aujourd'hui est devenu Lilliputien. Donc, voilà, je vous laisse chercher. Oui. Voilà, donc ce que je voudrais dire, alors sur cette longue expérience, cette très longue pratique de la démocratie locale, communale et intercommunale, dans l'Île-de-France, enfin dans la métropole du Grand Paris, j'y reviendrai. Bon, j'ai beaucoup à dire. Le système est très imparfait, ça a été très bien dit par les expériences des uns et des autres. Je rappellerai, alors la prime majoritaire de 50% est très contestée. Bon, elle résulte des lois de fer de 1982, mais je rappelle qu'avant, il y avait 0 pour l'opposition. On venait d'un système où il y avait 0. La liste majoritaire emportait tous les sièges. Donc, et j'ai été élu, moi, la première fois avec le nouveau système. Mais bon, j'étais dans la majorité. Mais donc, c'était la première fois qu'il y avait des représentants de l'opposition dans un conseil municipal. C'était assez incroyable. Ça a changé, d'ailleurs. C'est très positif. Mais bon, je soutiens la réduction de la prime majoritaire, au moins au système. Oh, mais Jean-Paul, en 82, j'avais 10 ans quand même. Donc... Oui, mais j'en avais guère plus.
Mais bon, il faut toujours savoir d'où l'on vient, parce que sinon, on ne sait pas où on va. Donc, oui, il faudrait la réduire. Elle est trop violente sur les 50%, c'est trop. Mais voilà, on partait de zéro. Donc, c'était un progrès déjà considérable. Hein. Faut le voir. Mais je pense qu'effectivement, autour de 20%, ce serait largement suffisant. Et puis ça améliorerait la pratique démocratique locale. Que vous dire qu'il faudrait être peut-être un peu plus audacieux dans les propositions, celles de M. Roucan, mais qui sont déjà intéressantes. Moi, j'ai déjà rencontré à plusieurs reprises la délégation sénatoriale aux collectivités locales, puisque bon, parmi mes différentes activités, je suis secrétaire général de FONPEL, qui est le fonds de pension des élus locaux créé par l'AMF, donc ce qui nous donne l'occasion de défendre cet aspect du statut qui a été évoqué par M. Roucan tout à l'heure sur la retraite des élus locaux, parce qu'effectivement c'est un sujet parmi d'autres, mais la protection sociale complémentaire en fait partie. Le droit de vote des étrangers stable aussi, parce que ça a été agité à plusieurs reprises par ce grand parti qui est devenu lilliputien, mais il faudrait passer à l'acte. Il faut vraiment que ce soit un sujet transpartisan. Et là, il faut de l'audace, il faut du courage. C'est sans doute ce qui a manqué entre 2012 et 2017 pour faire avancer ce sujet, parce que c'est un vrai sujet. Comment voulez-vous défendre une démocratie locale dans laquelle il y a 87% d'abstention aux élections départementales? 87% d'abstention. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que ça va continuer encore longtemps comme ça? 87% d'abstention. C'est ce que j'ai vécu dans ma commune. Donc, c'est inacceptable. Personne ne peut plus accepter ça. C'est un système moribond. Donc il faut bouger. Il faut bouger les lignes. Donc, d'autre part, le système territorial français, avec les réformes successives d'intercommunalité, de décentralisation, etc., est devenu complètement illisible pour les citoyens. Ils ne savent pas ce que fait le conseil départemental, le conseil régional, et ils ignorent totalement ce que fait l'interco sous ses multiples formes, puisqu'il n'y en a pas qu'une. Nous vivons dans la métropole du Grand Paris, dans le système le plus monstrueux qui soit, celui de la métropole qui ne sert à rien et qui ne fait rien et qui n'a aucun moyen, et de ces satellites que sont les établissements publics territoriaux qui fonctionnent très mal et qui sont progressivement étranglés financièrement. Donc qui ne vont bientôt plus pouvoir rien faire, et auxquels on a transféré par une bêtise absolue les services publics de proximité, les médiathèques, la propreté urbaine, les piscines, les conservatoires, et tout cela marche plus mal qu'avant. Dans tous les EPT, enfin dans toutes les agglos, ça marche plus mal qu'avant, c'est pire. Et en plus, les élus ne contrôlent plus rien dans les intercos. C'est l'administration, c'est la technocratie qui est toute puissante. Et surtout, elle souhaite que les élus s'occupent le moins possible des affaires du territoire. Hein, surtout, voilà. Qui ne s'occupent de rien, qui fassent juste les speakerines au conseil de territoire pour lire ce que l'administration a préparé et qui ne sortent pas du texte. Je l'ai pratiqué, hein, je sais de quoi je parle, je n'exagère pas, et je pense qu'il y a ici des témoins qui peuvent confirmer. Donc ce système ne peut plus fonctionner, c'est un système qui est moribond. Donc on fait encore semblant, hein, c'est un peu la période brejnevienne, hein, avant la perestroïka et la chute finale. Donc voilà, on secoue les wagons pour faire croire que le train avance, mais il n'avance plus. Donc effectivement, il faut avancer sur des propositions. Je pense qu'il faudrait aller, par exemple, abaisser le seuil obligatoire pour les conseils de quartier. Aujourd'hui, ça, c'est quand même pas trop compliqué à faire, mais je pense qu'on pourrait le descendre à 30 000 habitants, par exemple. Soyons audacieux. Il faut mettre en place de façon obligatoire des conseils de jeunes, des conseils municipaux de jeunes, ça aussi, parce que
J'ai entendu récemment une proposition d'abaisser le droit de vote à 16 ans. Mais il faudrait d'abord faire voter les 18-25 avant de faire voter les 16-18. Hein, soyons sérieux. Donc pour ça, il faudrait les préparer. Et donc le conseil de jeunes obligatoire, il faudrait remettre à plat complètement le système des intercos, parce que ça ne fonctionne plus. C'est devenu illisible et totalement inefficace. Plus extrêmement coûteux, parce qu'on nous avait vendu les intercos, on nous avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire des économies d'échelle. Ah non, on a rajouté des échelles et on a créé des administrations pléthoriques avec des truffés d'administrateurs territoriaux payés à 120 000 euros par an. Hein. Non, mais je n'exagère pas, c'est une réalité observée. Donc c'est complètement délirant. Des gens dont on ne connaît pas du tout la réalité du travail ni la plus-value pour les citoyens. Parce qu'en fait, c'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Quelle est la plus-value de ces administrations pour les citoyens? J'ai la réponse, hein, je vous en ai déjà fait part. Donc ensuite, il y a la question de l'égalité des ressources entre les territoires. C'est absolument monstrueux. Sur le territoire de la métropole du Grand Paris, celui que je connais le mieux, entre certaines communes des Hauts-de-Seine et certaines communes de la Seine-Saint-Denis, il y a un écart de 1 à 2 dans les ressources par habitant. Est-ce normal? Est-ce normal? Parce qu'en réalité, ça ne procède pas d'un travail des élus, ça procède juste d'une situation géographique. Quel effort ont fait les conseils municipaux de Puteaux et de Courbevoie pour avoir la manne financière de la Défense par rapport aux habitants de Noisy-le-Sec ou de Bobigny? Ah, rien. C'est juste parce qu'il y a la Défense à cet endroit-là et que l'argent coule à flot et que la commune de Puteaux a 2 budgets d'avance en réserve financière. Ça existe où, ça? C'est dans quelle république ça existe? C'est pas possible. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut un critère de limitation des écarts de ressources par habitant entre communes. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous voyez, alors, voilà, on ouvre le débat, mais il y a des choses à dire. Je sens que cette proposition va être acceptée immédiatement au Sénat. Oui, je sens qu'elle va avoir beaucoup de succès. Mais alors, je pense, et ça, on devrait en faire partie, parce qu'on est quand même sur un problème démocratique majeur. La métropole du Grand Paris était une monstruosité démocratique. Donc, on ne peut plus continuer comme ça. Il y a trop d'inégalités de ressources, de services publics, mais c'est vrai ailleurs que dans cette région. Hein, je le sais un petit peu, dans ce qu'on appelle parfois de façon un peu méprisante la France périphérique, mais où il habite 60% de la population française. Donc là aussi, il y a des inégalités énormes entre la métropole régionale et les territoires périphériques. De la même façon que nous avons en Île-de-France ces écarts de ressources et de moyens et de services publics qui sont tout aussi inacceptables. Donc il faut se battre pour les réduire partout. Parce que sinon, c'est la République qui fiche le camp. Hein. Et après ça, il ne faut pas pleurer s'il y a de l'abstention massive et si on a brutalement les populistes les plus crapuleux qui émergent. Donc c'est un vrai sujet. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir maintenant. Merci Jean-Paul, je crois que tu nous as bien saisis là en fin de réunion. C'est néanmoins très intéressant et ça soulève tout un tas de questions et de débats. Je vais bien me garder d'en faire le résumé pour conclure parce que l'objectif n'est pas de terminer avec dans nos échanges ici, mais plutôt d'ouvrir quelque chose. Je ne sais pas si cette présidentielle nous permettra d'avancer sur tous ces sujets. Je me garderai bien de faire des pronostics dans le domaine. Ce que je sais, c'est que c'est quand même, les uns et les autres, vous l'avez rappelé, un moment privilégié pour débattre et pour proposer. Pour proposer et être entendu, ou pour proposer et continuer à proposer, en tout cas avancer. Et c'est vrai que dans ce qui a été dit et que j'ai trouvé intéressant, que ce soit par le maire de Saint-Ouen ou vous tous autour de la table, c'est qu'il y avait une volonté d'avancer, de faire des propositions pour l'intérêt général, et c'est vraiment l'objectif aussi de notre association. Nous voulons être acteurs du débat et si possible du changement.
Mais si on ne propose pas du débat, si on ne propose pas un certain nombre de mesures visant à permettre le changement, ça n'avancera pas. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour conclure, c'est que je pense qu'on a ouvert un certain nombre de pistes. La plupart d'entre vous autour de la table êtes adhérents de l'AELO, d'autres nous ont suivis ou nous suivront peut-être sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est que l'on puisse prolonger ce débat. Notre mairie d'accueil, qui a été bien représentée aujourd'hui et qui nous a donné plein d'énergie pour poursuivre, sera partie prenante aussi. Hein. Karim m'a dit qu'il allait participer de façon intensive au débat de l'AMF, puisqu'il sera sur une des listes qui se présente pour la présidence de l'AMF. Et donc, on compte aussi sur lui pour pouvoir échanger avec cette institution, parce que rien ne se fera sans l'ensemble des associations d'élus. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a eu quelques échanges avec l'AMF. Jean-Paul, tu as pu y participer, mais ils ont été relativement distants. C'est-à-dire qu'au début, ils nous ont vu arriver en se disant « Oh là là, qu'est-ce qu'ils veulent bon ?» Je dirais que... Non, tu voudrais les qualifier? Oui, c'est un syndicat de maires. Ça ne nous a pas échappé. Donc c'est vrai qu'ils nous regardent avec un peu d'appréhension, mais on ne désespère pas d'arriver à nouer et à débattre de façon un peu plus approfondie. Je pense que ce qui est vraiment ressorti dans nos échanges, c'est qu'il y a nécessité au changement. C'est vrai que cette démocratie locale, elle est essentielle et elle est importante pour différentes raisons, et notamment parce qu'elle fait le lien avec le citoyen au jour le jour. Je pense aussi que grâce au maire de Saint-Ouen, vous avez pu comprendre, si vous n'en étiez pas convaincu, que être dans la minorité et dans la majorité ont contribué des deux côtés à faire vivre la démocratie, et ça c'est important. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on continue ces débats. Au sein de l'association et de nos différents groupes, on va poursuivre de façon à permettre que ces propositions, elles puissent trouver un écho médiatique, mais aussi auprès des politiques, du Sénat, des différents groupes politiques, des différents candidats. Donc, vous allez recevoir à l'issue de la réunion un compte-rendu, et vous en recevrez un aussi à la mairie de Saint-Ouen, bien évidemment. Ces propositions vont être listées. Et n'hésitez pas à vous faire savoir si vous avez des remarques en retour ou des sujets que vous voulez défendre ou d'autres propositions à faire. Mais nous allons mettre en place d'autres débats de ce type, en virtuel ou en présentiel, de façon à agir dans cette présidentielle et à proposer. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en conclusion. Je voudrais remercier particulièrement la mairie de Saint-Ouen qui nous reçoit aujourd'hui. Je voudrais vous dire merci à tous d'avoir pris le temps, l'énergie, la réflexion pour participer à cet après-midi. J'espère que ça vous a enrichi et que ça vous a redonné le juice pour poursuivre votre investissement citoyen. Moi, en tout cas, ça me l'a donné et nous allons continuer tous ensemble à œuvrer pour la démocratie locale. Voilà, bonne fin d'après-midi.